là, pour ceux qui suivent assidûment mes vidéos, vous n'allez pas être surpris. Et pour ceux qui découvrent, ou alors qui sont un petit peu inattentifs et qui n'écoutent pas mes recommandations, je vous parle encore une fois de Rosemonde Gérard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour célébrer le 14 juillet, nous allons parler de 5 autrices françaises sous-cotées que vous devez absolument découvrir. Alors oui, vous le savez, le 14 juillet, on célèbre la France, on célèbre la culture française, les arts français. Et quoi de mieux pour cette chaîne qui parle de littérature de vous présenter 5 écrivaines qui ont marqué l'histoire de la littérature française et que vous ne connaissez pas. Cette vidéo, elle rentre complètement dans la continuité du travail que je vous ai proposé, qu'on vous a proposé il y a quelques mois avec Léa sur la vidéo qui concernait le matrimoine. Une vidéo très importante, une vidéo très intéressante. On a pu vous expliquer la théorie, c'est-à-dire qu'est-ce que le matrimoine. Pour les élèves au fond de la classe qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas vu cette vidéo, le matrimoine, c'est l'ensemble des productions culturelles faites par les femmes et qui constituent une sorte d'héritage commun de production féminine. Matrimoine qui sert à la fois à élaborer une culture commune pour les femmes afin qu'elles puissent s'éduquer, trouver des productions littéraires et des artistes qui leur ressemblent et qui partagent un certain nombre d'expériences communes, de ressentis communs. Enfin bref, le matrimoine est absolument essentiel et donc après la théorie, voici la pratique. Dans notre vidéo, on expliquait que c'était important de se renseigner sur les autrices et les artistes féminines. Alors aujourd'hui, je vous mâche un petit peu le travail et je vous en présente 5. N'hésitez pas évidemment à compléter cette liste si vous avez d'autres recommandations d'autrices françaises dont je n'ai pas parlé. Évidemment, avec 5 personnes, on n'a pas du tout fait le tour. Mais j'ai trouvé que ces femmes-là étaient très intéressantes et inspirantes à étudier. D'ores et déjà, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, salut, moi c'est Lia. Je suis chercheuse en littérature, spécialiste de la mythocritique et des études de genre. Là on va plutôt être sur ce deuxième aspect. Et maintenant que toutes ces précisions et toute cette contextualisation a été faite, on va remonter ensemble au XIIe et au XIIIe siècle et je vais vous présenter Marie de France. Marie de France, c'est ni plus ni moins que la première autrice de langue française ever. Pour donner une idée, c'est un peu notre Sappho à nous, même si peu de gens la connaissent finalement. C'est une poétesse qui écrit en langue dite vulgaire, donc pas de latin, alors que c'est la langue la plus utilisée pour l'écriture, que ce soit dans les arts mais aussi dans les sciences. Elle écrit en langue d'oïl, je pense que ça doit vous rappeler quelque chose dans vos anciens cours. La France avant était divisée grossièrement en 2 communautés linguistiques majeures, la langue d'oïl au nord et la langue d'oc au sud. Bref, même si on ne connaît pas grand chose de cette Marie de France, on sait qu'elle a vécu en Angleterre à la cour. Le français et la culture française étaient absolument prépondérantes dans la cour d'Angleterre. Et bon, on ne sait pas d'où elle venait. Peut-être d'Île-de-France, peut-être de Bretagne, ça je ne pourrais pas vous le dire. Mais cette Marie de France a beaucoup lu notamment les fables d'Ésope. Marie de France est aussi très influencée et très baignée dans ce qu'on appelle la matière de Bretagne. La matière de Bretagne, c'est les mythes et les légendes qui concernent la Grande-Bretagne, l'Angleterre, mais aussi le nord-ouest, c'est-à-dire la Bretagne telle qu'on la connaît maintenant, et la Normandie et le nord de la France. Et parmi cette matière de Bretagne, on va notamment retrouver les légendes arthuriennes. Pour les plus fins connaisseurs d'entre nous, la vibe Kaamelott, complètement. Marie de France, elle a écrit au final très peu, ou du moins on en a retrouvé de très petits fragments, puisque son œuvre est considérée de ces laits, L-A-I-S, qui sont des poèmes courts. Dans ces laits, on va retrouver 12 courts récits qui sont rédigés en vers, et donc dans ce qu'on appelle l'ancien français. Mais rassurez-vous, si vous voulez découvrir ces histoires, il existe aussi des éditions bilingues, avec la version en ancien français, la version en français moderne, ou alors des éditions qui sont complètement faites en français moderne. Et parmi ces laits, on va retrouver notamment celui du Bisclaveret, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur le loup-garou, que je vous mettrai juste là, puisqu'on va raconter l'histoire d'un homme qui se transforme en animal. On a aussi des autres laits
que j'aime beaucoup, notamment celui de Yonec et celui des deux amants. Mais on retrouve également le lait de Lanval qui est très inspiré du cycle arthurien. Donc si c'est votre truc, je pense que ça va beaucoup vous plaire. Et on a aussi le lait du chèvrefeuille qui est inspiré de l'histoire de Tristan et Iseut. Personnellement, j'ai découvert Marie de France pendant mes études de lettres. J'ai vraiment beaucoup aimé cette ambiance pleine d'aventures, de magie, mais aussi d'amour. C'est des œuvres qui sont assez courtes et qui sont facilement accessibles. Vous n'êtes pas du tout obligé de lire les 12, vous pouvez vraiment piocher ce qui vous intéresse, mais je pense que ça pourrait beaucoup vous plaire. On avance un petit peu dans le temps et on arrive au 14e et au 15e siècle, la Renaissance. Et je vais vous parler de Christine de Pisan. Alors Christine de Pisan, à l'origine, elle n'est pas française, elle est née en Italie, mais elle est devenue française après, et elle a écrit, je crois, toute, ou alors la majorité de son œuvre en français. Et chose un petit peu originale, pour l'époque, à la mort de son mari, elle refuse complètement de se remarier ou de rentrer dans un couvent, ce qui est littéralement les deux choix qu'on propose aux femmes veuves à l'époque. Elle a pas envie. Elle a envie de vivre pour elle-même et par elle-même, et elle va se lancer pleinement dans son activité d'écriture, qui va faire d'elle ni plus ni moins que la première femme française à vivre pleinement de son écriture. Ce qui est, on va pas se le cacher, assez dingue. Alors elle écrit d'abord de la littérature courtoise, elle va ensuite se diriger vers la rédaction de traités de politique et de morale, mais aussi des manuels de didactique à destination des jeunes filles. En l'an 405, elle va publier son ouvrage le plus connu qui est La Cité des Dames. Ce livre, c'est la version féminine d'un autre ouvrage qui est sorti un petit peu avant qui s'appelle Les femmes illustres et il a été écrit par Boccace. C'est ni plus ni moins qu'un collage de biographies et de portraits de femmes que Boccace considérait comme importantes et exemplaires. Mais bon, problème, Boccace était un homme et Christine de Pisan ne se reconnaît absolument pas dans les modèles de féminité qu'on lui propose dans cet ouvrage et elle décide de rédiger tout simplement sa propre version où elle mettrait en avant les formes de féminité qui la touchent et dans lesquelles elle se reconnaît. Elle dénonce aussi, et ça c'est hyper audacieux et courageux de sa part, le traitement des personnages féminins dans le roman de la Rose. Le roman de la Rose, c'est un gros classique de la littérature de la Renaissance. Il est hyper apprécié, hyper encensé à sa sortie et d'ailleurs toujours maintenant dans la critique littéraire. Mais Christine de Pisan n'apprécie pas du tout le traitement qu'on fait, notamment des femmes âgées, un traitement qu'elle trouve très dégradant. Christine de Pisan, c'est donc une femme très audacieuse qui n'a pas peur de bousculer les règles et de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière de la littérature, mais aussi de la société française tout entière. 17e siècle à présent, avec Marie-Catherine d'Aulnoy, ou la baronne d'Aulnoy, contemporaine de Charles Perrault et de Jean de La Fontaine, que je suis sûre vous connaissez. Elle tient son propre salon littéraire. Pourquoi est-ce que cette autrice est, selon moi, très importante et très intéressante? Tout simplement car elle a publié la même année que... Tout simplement parce qu'elle a publié la même année que Charles Perrault ses contes de fées. L'année d'après, elle va publier les contes nouveaux ou les fées à la mode. Donc ça, ce sera en 1998. Pourquoi je vous en parle? Parce que absolument tout le monde connaît les contes de Charles Perrault, mais je pense que très peu de personnes savent qu'à la même époque, une femme écrivait ses propres versions des contes de fées qui sont, d'après la critique, beaucoup plus cinglants, beaucoup plus mordants, beaucoup plus cyniques et aussi beaucoup plus cruels que les versions proposées par Charles Perrault. Alors pour le coup, je me confesse, je n'ai pas encore découvert ces contes-là, mais il me tarde de le faire. D'ailleurs, son anthologie est dans ma pile à lire. Mais c'est une personne, une écrivaine qui m'intrigue et je mets énormément d'espoir et d'envie dans la découverte de ces histoires. Je me dis que ça peut être une autre manière pour nous de découvrir des contes de fées qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas du tout. Il y a des histoires qui vont se ressembler avec celles de Perrault et d'autres qui sont complètement inédites et qui sont tombées dans l'oubli. Et pour le coup, je trouve déjà certains contes de Perrault un petit peu horribles, voire carrément horribles. On parle évidemment de la Barbe Bleue, mais là, si on me dit qu'on a une version hard tout le temps, je pense que ça peut être intéressant de lire et d'étudier ça. D'ailleurs, petit fun fact pour ceux qui ont vu la vidéo sur le matrimoine ou alors qui connaissent un petit peu les études de genre, etc. Il faut savoir que Aurore Évin, qui est ni plus ni moins que la personne qui a théorisé le matrimoine, elle a mis en scène deux des contes de la baronne d'Aulnoy
notamment La Belle aux cheveux d'or, mais on a aussi Le Conte de la Chatte Blanche, et donc elle a mis en scène ces deux œuvres en 2022, ce qui est très très récent. Et je me dis que si la spécialiste du matrimoine s'intéresse à cette autrice, c'est qu'il y a forcément des choses à découvrir, des choses à décortiquer. Et vu que j'adore tout ce qui est légende, mythe, mais aussi conte, je pense que cette autrice est vraiment faite pour moi. Du XVIIe siècle, on va passer à présent au XIXe siècle. À cette époque-là, on a beaucoup plus de femmes écrivaines qui sont connues. Je pense que tout le monde connaît Olympe de Gouges ou George Sand, mais là je vais vous parler d'une autrice qui passe un petit peu inaperçue et pas des moindres puisqu'elle dérangeait pas mal à l'époque. Il s'agit de Louise Michel. Louise Michel, elle va participer activement à la Commune de Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Commune de Paris c'est quand même un gros événement historique, mais j'ai l'impression qu'on le passe un petit peu sous le tapis. Moi par exemple, à l'école, je n'ai jamais entendu parler de la Commune de Paris. Pour faire simple, et même si cet épisode demanderait beaucoup plus de temps à être explicité, la Commune de Paris c'est une insurrection populaire qui a lieu évidemment dans la ville de Paris. Et pour résumer, c'est un moment où la ville de Paris demande une autonomie totale par rapport au reste du territoire. Elle met notamment en place un système de démocratie directe. Ceux qui militent pour la Commune de Paris et qui en font partie sont appelés tout bêtement les communards. Et il faut savoir que pendant cet épisode qui dure quelques mois, on va avoir entre 15 000 et 20 000 morts parmi les communards. C'est quand même un mouvement qui est extrêmement radical et qui est très sévèrement réprimé. Louise Michel, elle s'engage donc parmi les communards. Et en ce qui concerne son écriture, elle a écrit beaucoup de manifestes et d'articles politiques. Elle écrit également de la poésie, des romans, du théâtre, et elle a aussi rédigé et publié ses mémoires. Découvrir Louise Michel, c'est découvrir le 19e siècle comme on ne l'a presque jamais vu. Avec son point de vue très engagé et très militant, elle met la lumière sur bon nombre d'injustices. Comme je vous l'ai dit, l'épisode de la Commune de Paris, c'est un épisode qui est très complexe, très méconnu aussi. Et je pense que passer par les œuvres de Louise Michel nous permet de saisir à la fois les enjeux politiques, mais aussi d'avoir accès à un témoignage authentique d'une personne qui était engagée, qui d'ailleurs on a subi les conséquences. En témoignent ses nombreux passages en prison, mais aussi son exil en Nouvelle-Calédonie. On termine toujours avec le 19e siècle, même si cette autrice-là a aussi vécu au 20e. Et là, pour ceux qui suivent assidûment mes vidéos, vous n'allez pas être surpris. Mais pour ceux qui découvrent, ou alors qui sont un petit peu inattentifs et qui n'écoutent pas mes recommandations, je vous parle encore une fois de Rosemonde Gérard. C'est l'une de mes autrices préférées de tous les temps. Mais ça, vous le savez peut-être. Née en 1866 à Paris, Rosemonde Gérard, elle est dramaturge et aussi poétesse. Elle publie plusieurs recueils de poésie, dont Les Pipeaux en 1889, L'Arc-en-Ciel qui est mon recueil préféré en 1929, mais aussi Féerie en 1933, et ce n'est que quelques exemples. Elle compose également avec son fils Maurice Rostand de nombreuses pièces, dont La Marchande d'Allumettes qui est un opéra, mais aussi La Forêt Enchantée. Encore une fois, elle l'écrit avec son fils Maurice Rostand. Et si le nom de Rostand vous dit quelque chose, ce n'est pas pour rien, car Rosemonde Gérard était pendant une bonne partie de sa vie la femme d'Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac. On va pas en parler aujourd'hui de leur relation et de son mari, puisque c'est à elle qu'on veut donner la lumière, mais sachez qu'elle l'a beaucoup aidé dans la création de ses poèmes et de ses pièces, et elle a également fait un exploit absolument magique, absolument époustouflant, puisque la veille de la première représentation de Cyrano de Bergerac, quand la comédienne principale a fait faux bond, elle a décidé ni plus ni moins que de la remplacer, et elle connaissait absolument toutes les répliques, et elle a mené cette répétition d'une main de maître, ce qui est, on va pas se le cacher, absolument fou. J'adore cette anecdote. Autre aspect de son œuvre et de sa vie, c'est sa volonté de mettre en lumière le matrimoine et les autres femmes artistes, et c'est là que la boucle est bouclée, puisqu'en 1943, elle va publier Les Muses françaises, qui est une anthologie de la poésie française du XIIe siècle au XXe siècle. Elle va présenter et mettre en avant beaucoup de poèmes écrits par des femmes, par ses consoeurs, et elle va ensuite écrire leurs portraits en vers et
devinez par qui elle commence cette anthologie? Marie de France. Devinez aussi par qui elle termine cette anthologie? Elle-même. Et oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et Rosemonde Gérard l'avait bien compris. Enfin bref, Rosemonde Gérard, au-delà de la qualité et de la beauté de son œuvre littéraire, on peut aussi voir qu'elle est une femme très engagée pour rendre visible et rendre hommage aux productions littéraires du matrimoine. Et c'est pour ça, selon moi, qu'elle est une femme absolument passionnante, brillante. N'hésitez donc pas, si vous êtes intéressé par la question de matrimoine, d'aller jeter un coup d'œil, d'aller consulter son anthologie de la poésie féminine. Elle est quand même assez complète et elle met en valeur beaucoup de femmes qui ont été invisibilisées à leur époque et de nos jours. On arrive au terme de ce petit voyage du XIIe siècle à aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et que vous allez vous intéresser un petit peu plus aux œuvres de ces autrices. Moi je vous dis à dans une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures, une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!